Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Danielle Ritorto, une veuve aisée, une auxiliaire de vie dépensière et un chauffeur pas très net. Tels sont les ingrédients de cette incroyable affaire qui se déroule à Menton, sous le soleil de la Côte d'Azur. Tout commence avec le décès brutal de Danielle Ritorto, une retraitée fortunée. À première vue, il s'agit d'une mort naturelle. Mais les enquêteurs ne font-ils pas fausse route? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Le crime que je m'apprête à vous raconter a bien failli ne jamais être révélé. Pourtant, il va devenir une affaire hors norme, aux multiples rebondissements. Tout commence en mars 2016, dans le cœur historique de la ville paisible de Menton. Bienvenue dans la perle de la France. C'est comme ça qu'on appelle Menton. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Menton, donc, c'est le soleil, c'est la Méditerranée. C'est aussi une architecture, j'allais dire, très élégante. Et puis, c'est à côté la cité ultra chic de Monaco. L'Italie à côté, voilà, c'est une très belle ville frontalière. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Avec une population de gens retraités et avec du pognon. Il y a des restes de jet-set. C'est la Riviera, la Côte d'Azur. Le charme, je veux dire, formidable de se poser face mer et de prendre du bon temps. C'est ici que vit Danielle Ritorto. Elle a 74 ans et elle est veuve depuis maintenant une quinzaine d'années. Elle coule des jours heureux et profite d'une retraite dorée dans son appartement huppé qui surplombe la mer. Elle vit dans ce qu'on appelle le carré d'or, c'est-à-dire une résidence, un quartier un peu chic de Menton. C'est l'endroit où il faut être, à Menton. On est soit là, soit sur les hauteurs. Et donc Daniel vit là, dans un 2 pièces, mais dans un 2 pièces très très chic en fait. Daniel vit dans une résidence plutôt bourgeoise, très agréable, sécurisée, avec un gardien. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Qui se situe dans le centre même de Menton, c'est-à-dire un peu entre le casino, les commerces, la plage. Donc une résidence très agréable. Et c'est dans ce décor enchanteur que Danielle va pourtant être retrouvée morte brutalement. Une mort inattendue qui marquera le début d'une enquête où les secrets vont se dévoiler les uns après les autres. Mais pour bien comprendre cette affaire, il faut revenir sur l'histoire de Danielle. Jeune, elle travaille à Monaco dans le commerce chic et florissant de ses parents. Elle fréquente le beau monde et elle rencontre sur le tard celui qui va devenir son mari, Carmelo Ritorto. C'est un paysagiste renommé de la région. Daniel va épouser en secondes noces Monsieur Ritorto. Monsieur Ritorto a déjà 2 enfants et Daniel va vraiment prendre ses enfants comme étant les siens. Et ces 2 enfants, d'ailleurs, vont véritablement considérer Daniel comme leur propre mère et ils vont être très très proches tout au long de leur vie. Mais le conte de fées ne va pas durer. Après 20 ans d'union, Carmelo Ritorto meurt à tout juste 60 ans. Ses enfants sont maintenant adultes et ils vivent à l'autre bout de la France. Puis, les parents de Danielle décèdent à leur tour. La retraitée se retrouve alors très seule, mais elle hérite d'un joli patrimoine qui lui permet de garder son train de vie confortable.
Alors Daniel, qui n'a jamais vraiment travaillé, est en tout cas à l'abri. Elle est à l'abri parce qu'il y a, entre guillemets, ce qu'on pourrait considérer être une fortune familiale. Donc, elle est propriétaire de ce bel appartement. Et surtout, elle a beaucoup, beaucoup d'argent en banque. Elle a du cash. Alors, on a souvent dit que Daniel était millionnaire. C'est en partie vrai, mais c'est pas des millions. Elle est très aisée. En tout cas, c'est l'idée que les gens se sont fait d'elle. Et même si elle souffre de l'absence de son mari, la riche héritière veut profiter de la vie. Danielle est une épicurienne dans l'âme. Elle aime les dîners mondains, les galeries d'art et les sorties au casino. Et depuis plusieurs années, elle s'est entourée d'amis et de personnel de maison qui prennent soin d'elle à tour de rôle. C'est le cas de son amie Angela, avec qui elle passe régulièrement ses après-midi à jouer au Scrabble et à regarder leur feuilleton préféré devant une tasse de thé. Quand je l'ai connue, tout de suite, on a sympathisé. La vie de Danielle, une fois que son mari est mort, c'était quelqu'un qui invitait beaucoup de gens chez elle. Angela, amie de Daniel. Et notamment des femmes de ménage et des chauffeurs pour qu'on puisse l'amener au restaurant, faire des tournées vers la montagne, visiter, aller en Italie souvent. Elle aimait beaucoup l'Italie. Daniel Ritorto a une vie on ne peut plus paisible, entourée, presque comme la reine dans une ruche d'abeilles. Ça bourdonne, ça bourdonne. Qu'est-ce qui bourdonne? Ce sont le personnel de maison qui vit autour d'elle. Elle a énormément de personnel de maison. Alors attention, précision, on n'est pas avec des majordomes en gants blancs et des soubrettes avec des gentils tabliers immaculés. On est chez une femme qui a un certain pécule, qui vit plutôt bien, et ça se voit, et qui est entourée d'une ribambelle d'aide à domicile. Donc elle va avoir les pogologues, les kinésithérapeutes, les médecins, etc. Mais aussi à la maison. Elle va avoir quelqu'un pour l'aider à la cuisine, à faire le ménage, un chauffeur. En l'espace de 10 ans, Daniel voit se succéder une trentaine d'employés à son service. Laetitia en fait partie. Elle a ponctuellement travaillé pour elle comme chauffeur, mais elle est surtout devenue son amie au fil du temps. Moi, à l'époque où je la rencontre, il y a une femme qui s'occupe d'elle pour la maison, qui fait son ménage et ses courses. Laetitia, amie de Daniel. Qui lui fait à manger aussi pour le matin et le soir. Et ensuite, elle a une autre personne qui est chauffeur, qui s'occupe de l'amener à droite à gauche pour la faire voyager. Et dans ce personnel, il y a Roger, Avis Biton, avocat des parties civiles. qui est un de ses chauffeurs préférés, qui est tout le temps à ses côtés, qui l'accompagne partout. Il porte beau, comme on dit. Il plaît aux petites dames, aux petites mamies. Et d'ailleurs, elle lui fait entièrement confiance. On le voit d'ailleurs, puisqu'elle va lui donner ses codes de carte bleue pour qu'il puisse aller lui faire des retraits, pour qu'il puisse aller lui faire des courses, etc. Quand elle m'a présenté ce monsieur, il m'a fait une excellente impression. C'est-à-dire bien, beau comme mec, une bonne stature, très respectueux, belle voiture. Bien sûr, il était jeune par rapport à elle, mais elle, c'était comme une gamine, hein, c'était comme une gamine. Hein. Un béguin, c'est peut-être un peu trop fort, mais pour elle, elle pouvait fantasmer que c'était son mec, quoi. Hein. Voilà. La retraitée a visiblement un vrai coup de cœur pour son chauffeur attitré devenu un intime. Mais Daniel partage aussi des liens étroits avec bon nombre d'employés qui travaillent pour elle. Il y a notamment Bernadette, Céline, Joël ou Valérie, et elle sait les récompenser à la hauteur de leur travail. Dans ce cercle, on pourrait presque appeler des domestiques, même si le terme est un peu impropre, il y a quelqu'un qui s'occupe de madame, c'est Valérie Pizzano.
Alors Valérie Pizzano, c'est une femme blonde, plutôt assez jolie d'ailleurs, qui s'occupe notamment d'aider à domicile Madame. Entre les deux femmes, le courant passe bien. Ces personnes-là vont devenir très importantes pour Daniel. Elle va pas hésiter à les inviter eux aussi au restaurant, à boire le café avec eux, à passer du temps avec eux. Voilà, c'est aussi de la compagnie. Eh bien, on rapporte que cette femme, elle avait le pourboire un peu facile. Un petit billet par-ci, un petit billet par-là. Ça va ajouter à sa réputation de millionnaire parce que elle a l'habitude de glisser le billet, quoi, comme on dit. Et elle peut parfois même être assez généreuse. Si Daniel est à ce point entouré, c'est à la fois pour combler la solitude, mais aussi parce que la riche héritière connaît de nombreux problèmes de santé et elle a besoin de personnel au quotidien. Daniel, en vieillissant, a de plus en plus de soucis de santé, notamment au niveau cardiaque. Elle peine de plus en plus à se mouvoir. Bouger seule devient compliqué. Elle a également des soucis de diabète, de tension. Ah ben, elle pesait 130 kilos. Elle avait du genou à la cheville les jambes bleues. Son corps est lourd, elle a du mal à se déplacer, elle perd le souffle, elle a le cœur qui s'emballe, elle a une canne, tout est effort, ne serait-ce que se lever ou se baisser d'une chaise. Voilà, donc elle avait des problèmes de santé et puis elle avait quand même 74 ans. Daniel a une santé fragile. Et si avec les années qui passent, elle a de plus en plus de mal à gérer ses soucis, il n'en demeure pas moins qu'elle aime son existence paisible. Pourtant, cette vie bien réglée va brutalement voler en éclats et de manière dramatique. Le matin du 30 mars 2016, une nouvelle femme de ménage vient prendre ses fonctions et elle se présente chez la riche héritière à l'heure dite, 9h15 précisément. J'arrive devant l'immeuble où habitait Daniel et je sonne au parlophone comme convenu. Femme de ménage de Daniel. Personne ne m'ouvre. Je trouve ça un peu curieux. J'insiste et je profite que quelqu'un sorte de l'immeuble et donc je rentre dans le hall et je vais voir le gardien directement. Donc il me dit on va monter voir. On monte et on sonne à la porte. Personne ne répond. Et il me dit ne vous inquiétez pas, j'ai un double. Donc il prend le double et on entre dans l'appartement. Tout de suite, on a une vue sur la chambre. On voit le corps de Daniel inanimé en travers du lit. Je me dis que c'est certainement un malaise. On appelle. Mais Daniel ne répond pas. En s'approchant, la femme de ménage constate que la vieille dame ne respire plus. Elle est visiblement déjà morte. Je sors de l'appartement, je vais m'asseoir un peu parce que dans ma tête, c'est un peu quand même... c'est assez choquant, je suis assez choquée. Donc on appelle des pompiers. Mais les pompiers sont déjà sur plusieurs interventions et ils ne peuvent venir dans l'immédiat. La femme de ménage et le gardien décident alors d'appeler la police. Roger, le chauffeur qui s'inquiétait d'être sans nouvelles de sa patronne, arrive à son tour. Et à ce moment-là, le chauffeur de Daniel arrive dans l'appartement. Il est assez choqué, bien sûr, mais on l'est tous. Alors, la police arrive en nombre. Donc, il y a du monde partout, les pompiers. On est nombreux dans l'appartement. Ils prennent nos identités, au gardien, au chauffeur et moi-même. Ils vont également assez rapidement appeler la belle-fille de Daniel afin d'en savoir un peu plus sur elle. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Et ils vont constater que Daniel en effet a ses problèmes de santé. Donc en fait, assez rapidement, ils vont conclure ou s'imaginer que Daniel serait morte naturellement d'une crise cardiaque.
C'est une mort naturelle, à l'évidence. Pourquoi? Parce que après un examen très rapide de l'appartement, Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. il n'y a pas de traces d'extraction, il n'y a pas de signe de fouille, il n'y a pas, visiblement de traces de lutte. Donc, il n'y a pas de cambrioleur. Elle a 74 ans, des gros problèmes de santé. Elle est morte de manière naturelle. Oui, c'est terminé. J'ai plus rien à faire ici. Même si tout porte à croire que Danielle est morte de sa belle mort, l'histoire est pourtant loin d'être terminée, et elle va connaître de nombreux rebondissements. Dans un premier temps, le corps de Danielle est transporté à l'Institut médico-légal. Sur place, le médecin donne le permis d'inhumer. Dans son rapport, il est formel. Il situe sa mort au 29 mars 2016, soit la veille de sa découverte. Tout laisse à penser que la retraitée est morte d'une crise cardiaque. Mais un incroyable événement est sur le point de se produire, un rebondissement qui va tout remettre en question. Pour l'instant, l'heure est à l'annonce de la triste nouvelle, et la police prévient l'entourage de la défunte. La belle-fille et le beau-fils de Danielle savaient qu'elle n'était pas en très bonne santé, mais malgré tout, ce décès est très brutal et ils ont énormément de peine lorsqu'ils l'apprennent. Ils étaient quand même très proches d'elle et même s'ils n'étaient pas proches géographiquement, ils s'appelaient très souvent. Donc la nouvelle de ce décès va fortement les affecter. J'étais choquée d'apprendre sa mort, mais en même temps, je me dis c'est pas possible parce que elle a trop de vie en elle. Et c'est trop quelqu'un qui aime la vie, c'est pas possible. Angela, amie de Danielle. C'était mon ami. Sincèrement, c'était mon ami. C'était une présence que je n'aurais plus jamais vue de ma vie, donc c'est comme ça. On n'oublie pas. Sa famille est dévastée. La mort de Danielle était prévisible, mais sa disparition brutale reste un choc pour ses proches. Ils commencent à organiser son enterrement à Menton. Et ils sont loin de se douter qu'ils sont sur le point de découvrir une information capitale sur les circonstances du décès de la riche héritière. Et arrive dès le lendemain de la mort de Danielle, son cousin, pour s'occuper des obsèques. C'était une des personnes les plus proches de Danielle, une des 2 seules personnes qu'elle avait couchées sur son testament. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et cette personne va effectivement faire le tour de l'appartement pour ranger des affaires personnelles. Et notamment, voilà, pour régler les problèmes de succession, cet homme va s'emparer du téléphone. Sur ce téléphone portable, il va recevoir une alerte l'informant que une probable fraude aurait été commise sur sa carte bancaire. Il y a un message émanant de la banque qui dit qu'il y a des soupçons de fraude sur votre compte. Et donc la banque, qui est jointe par le cousin Dominique, qu'est-ce qu'elle dit, la banque? La banque, elle dit, attendez, il y a 2000 € de retrait. Ça pose question. 2000 € de retrait. Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a un paiement qui a été refusé, qui est de l'ordre de 3800 € pour des jeux en ligne. Mais Madame Ritorto, elle jouait pas en ligne. Le cousin de Danielle va être très étonné par ces découvertes, d'une part par les montants, et ce qui va d'autant plus l'intriguer, c'est la date des retraits. Coup de théâtre magistral, on va s'apercevoir que les retraits ont été réalisés le 30 et le 31 mars. Mais ça peut pas être Madame Ritorto, parce qu'elle est morte. Donc, qui a la carte bleue? Que s'est-il passé? Immédiatement, le cousin de Danielle prévient la police. Avis Biton, avocat des parties civiles. Qui, évidemment, va mener des investigations pour identifier l'auteur des retraits. Pour la police, on change de registre.
On est sur l'escroquerie d'un mort, d'une morte, pour être précis. C'est-à-dire que le cadavre n'est pas encore froid, qu'on essaie de lui piquer sa fortune. Aussitôt, les enquêteurs de la police judiciaire de Nice cherchent à identifier l'auteur des retraits. Et ils s'intéressent au cercle des proches, car la personne qui a retiré l'argent connaissait les codes de la carte bleue. Ils vont se renseigner auprès de la banque pour savoir où ont été faits ces retraits, ces tentatives d'achat. Alors ils vont voir que les retraits ont été faits sur 6 guichets, dont un à côté du domicile de Daniel. Les enquêteurs vont faire des réquisitions auprès des établissements bancaires afin de pouvoir visionner les enregistrements des caméras de surveillance des distributeurs de billets. Et ils vont très rapidement s'apercevoir que tous les retraits ont été effectués par une seule et même personne. Un homme d'une 50aine d'années, inconnu, mais qui ne se cache absolument pas. On n'est pas sur quelqu'un qui va chercher à se dissimuler, une cagoule ou je sais pas quoi. Non, non. On est face à quelqu'un qui non seulement ne se cache pas, mais qui en plus a le code de la carte bancaire. Les enquêteurs ne parviennent pas à l'identifier. Il n'est visiblement pas connu de leur service. Alors ils décident de convoquer le cousin qui a donné l'alerte. À son arrivée au commissariat, on lui présente les images de vidéosurveillance et pour lui, il n'y a aucun doute, il connaît cet homme. Et c'est ce cousin qui est proche de Daniel qui, en visionnant les vidéos, va reconnaître Roger, ce chauffeur qui était très proche de Daniel. Le cousin de Daniel est stupéfait. Il connaissait Roger, il savait qu'il était l'homme de confiance de Daniel. Effectivement, elle lui confiait la carte bleue et elle lui avait donné le code pour qu'il puisse aller faire ses courses. Il y a le sentiment d'une trahison. Enfin, c'est très choquant pour le cousin, c'est choquant pour la famille d'apprendre que finalement l'homme de confiance se révèle escroc. L'homme, décrit au départ comme gentil et serviable, cacherait-il en réalité un double visage? Pour tenter de le savoir, les enquêteurs se penchent sur sa personnalité. Que dit-on de lui dans son environnement? Avait-il changé de comportement ces derniers temps? C'est là qu'ils vont découvrir un drôle de personnage. Les policiers vont commencer à s'intéresser beaucoup à Roger. Ils vont d'abord aller se renseigner auprès de son entourage et notamment auprès de la mairie, son employeur. Et là, ils vont découvrir un autre profil. Et alors là, c'est superbe, c'est extraordinaire. Le chauffeur de madame, en fait, il n'est pas chauffeur de madame. Chut. C'est un travail dissimulé. Et vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il est employé à la mairie de Nice. Il s'occupe de l'entretien de la patinoire Jean Bouin. Mais c'est un employé qui est jamais là. Le chauffeur de madame, c'est Monsieur Malade. En fait, on va découvrir que c'est un petit margoulin, quoi. Il est en arrêt maladie depuis très longtemps parce qu'il est allergique aux produits utilisés pour redamer la patinoire. Et il va même avoir un autre problème. Décidément, la patinoire est quand même un environnement très hostile. Il va se découvrir une phobie psychologique de la surfaceuse. Vous savez, cette espèce de grosse machine qu'on passe sur les patinoires pour la rendre plus plane. Et donc, voilà, il va déclarer une énorme peur de cet engin. Les policiers comprennent qu'ils ont affaire à un homme malhonnête, à la fois menteur et profiteur. Alors ils s'interrogent sur son attitude au moment de la découverte du corps de sa patronne. Pourquoi est-il venu chez elle justement ce matin-là? Ils auditionnent de nouveau la femme de ménage qu'il a croisée dans l'appartement. La police me convoque à Nice pour témoignage, en fait. On me pose beaucoup de questions sur le chauffeur. Femme de ménage de Daniel. Qui m'a pas donné une bonne impression. Je décris un petit peu ce qui s'est passé, à savoir ces allées et venues entre la chambre et le salon, assez agitées et fouillant partout. On entend très bien le bruit des tiroirs et des placards.
Et avec le gardien, on échange des regards. Voilà, on trouve ça assez irrespectueux par rapport à Daniel, quoi. À partir de ce moment-là, les enquêteurs remettent en question leur première conclusion de mort naturelle. Ils pensent que, peut-être, il y a un crime crapuleux. Les enquêteurs sont convaincus que le chauffeur préféré de Daniel cherchait à s'emparer de sa carte bleue à ce moment-là. Mais aurait-il pu aller encore plus loin, jusqu'à tuer la veuve pour son argent? Pour le savoir, ils demandent en urgence une autopsie. Et quand les résultats tombent, l'enquête prend une nouvelle dimension. D'abord, Madame Ritorto, et c'est important, elle a un hématome à la tête. Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et on se demande, c'est écrit dans le rapport d'autopsie, si cet hématome à la tête ne correspond pas à une chute ou, ce que disent les médecins, à l'intervention d'un tiers, dans leur jargon, ça veut dire, ou si on ne l'a pas poussé, pour lui fracasser la tête. Ça, c'est le premier point. Quant à l'origine de la mort, on parle de suffocation. Madame Ritorto serait morte asphyxiée. Il réalise en fait que Daniel aurait été étouffé. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Et de façon assez violente, puisqu'elle a également des fractures aux vertèbres. Avec ces premières conclusions, on passe d'une escroquerie à une enquête pour meurtre. En examinant le corps, le légiste découvre sous les ongles de la vieille dame les traces d'un ADN. C'est sans doute la preuve qu'elle a cherché à se défendre. Pour l'instant, il s'agit d'un ADN inconnu, mais il pourrait bien se révéler comme étant la clé de l'énigme. Quant à l'examen toxicologique, il donne une information plus accablante encore sur les circonstances de la mort de Daniel. Dans ces analyses, on va retrouver évidemment beaucoup de médicaments, puisque Daniel était malade, qu'elle prenait des traitements, mais on va retrouver 2 molécules qui ne correspondent pas à ces prescriptions, des molécules d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Des traces de Seresta, qui est un anxiolytique, et des traces de Mogadon, qui est un somnifère. Donc ça, ce sont des médicaments qu'elle ne prenait jamais. Ça va être confirmé par la famille, par les médecins. C'est un véritable coup de théâtre. C'est ni plus ni moins la preuve par A plus B que Madame Ritorto a été droguée. En clair, on lui a mis des cachets pour la faire dormir et après, on l'a tuée. Donc les enquêteurs ne sont plus sur la piste d'un meurtre, d'un homicide, mais plutôt d'un assassinat, c'est-à-dire avec préméditation. Daniel aurait donc été empoisonné. Et pour les enquêteurs, le suspect numéro 1, c'est le chauffeur. Ils ont la preuve de son escroquerie et il est suffisamment proche de Daniel pour pouvoir la droguer à son insu. Suite à la découverte de ces éléments-là, des produits, des molécules, l'autopsie. Adam Creed, avocat de la défense du chauffeur. Et les photographies des caméras sur les retraits bancaires. Donc l'enquêteur se sont dirigés vers l'auteur principal. Au départ, c'est Roger. Et c'est là, Roger, il a été interpellé à son domicile. Le chauffeur est placé en garde à vue. Aussitôt, les enquêteurs l'interrogent. Est-ce bien lui qui est à l'origine des retraits frauduleux sur le compte de sa patronne? Serein, Roger répond sans la moindre hésitation. Quand on l'a confronté à ces retraits, il a dit « Oui, je suis un homme de confiance, j'ai la carte bleue, j'ai le code secret, j'ai à aucun moment volé cette carte. » Et puis les policiers vont le confronter aux images de vidéosurveillance des distributeurs automatiques. Avis Biton, avocat des parties civiles.
Et ils vont lui dire, mais comment vous expliquez avoir fait tous ces retraits juste après le décès de Daniel? Ça n'est plus pour elle à ce moment-là. Son explication, c'est il ne s'agit pas d'un vol. C'est-à-dire, au moment où il est rentré dans l'appartement, il a vu le corps de son ami décédé. Il a eu, en quelque sorte, un choc émotionnel. Il a vu la carte bleue sur la table de Daniel, il l'a prise. Et donc, en fait, pour lui, c'est un dédoublement de personnalité. Suite à choc émotionnel, il est allé retirer de l'argent. Voilà l'explication qu'il a donnée aux enquêteurs. Face à cette explication pour le moins étrange, les enquêteurs tentent de le pousser dans ses retranchements. Ils en sont convaincus, c'est lui l'assassin, et il a un mobile, l'argent. Il a immédiatement nié les faits, il a dit qu'il était étranger à ce décès. Pour lui, c'est une amie, il l'aimait, il est tout le temps avec elle, il s'inquiétait pour sa santé, et à aucun moment il a commis cette infraction. Le chauffeur de maître, il dit non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et la police, elle le croit. Car de nouveaux éléments viennent de tomber, l'analyse de son bornage téléphonique. À l'heure de la mort, qui a été fixée la veille de la découverte du cadavre, le chauffeur de maître, le suspect, il n'était pas à Menton, du tout. Il était à Nice, c'est-à-dire bien loin de Menton, à 40 minutes en voiture. Le 29 mars, le téléphone du chauffeur ne borne pas chez sa patronne. Et une preuve de taille vient confirmer son innocence. Son ADN ne correspond pas à celui qui a été retrouvé sous les ongles de Daniel. À l'issue de sa garde à vue, Roger ressort donc libre. Il sera jugé pour les vols et les escroqueries, mais il est mis hors de cause dans la mort de la veuve. De leur côté, les policiers n'ont plus de suspects. L'enquête repart à zéro. Qui a tué la riche héritière? Une chose est sûre, l'auteur du crime appartient au cercle proche de Daniel, car elle a forcément été droguée par quelqu'un de son entourage. Les enquêteurs recherchent si Daniel aurait pu avoir des ennemis, ou aurait pu avoir des personnes qui lui en voulaient ou qui en seraient après son argent. Ils vont donc interroger tout son entourage, que ce soit ses proches ou les membres de son personnel. Et si, parmi le petit personnel de maison qui gravite autour de Madame Ritorto, et si il n'y avait pas des jaloux qui lorgnaient sur le pactole de Madame, ceux qui font les courses, les aides à domicile, les chauffeurs, qui sont susceptibles d'avoir les clés, d'avoir le code, de savoir comment on peut rentrer à l'intérieur de la résidence. Qui pourrait lui en vouloir? La police questionne le personnel de Daniel, mais aussi ses anciens employés. Les interrogatoires s'enchaînent et les enquêteurs sont stupéfaits. Ils découvrent une nouvelle facette de la riche héritière assez inattendue. Et là, on va avoir un portrait un peu différent de Daniel. Donc, c'est-à-dire que de Daniel, la femme du monde, va un peu se substituer Tati Daniel. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire qu'en fait, les enquêteurs vont se retrouver face à des témoignages qui vont au contraire raconter une femme plutôt acariâtre, grippe-sous, pouvant avoir des comportements assez méprisants à l'encontre du petit personnel, et se rendre compte d'ailleurs que s'il y avait un turnover aussi important chez les personnes qu'elle employait, c'est précisément parce qu'elle était parfois extrêmement désagréable. Fallait tenir au service de Tati Daniel. Il avait un côté quand même autoritaire, hein. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait ça comme ça? Est-ce qu'il te reste quelque chose à faire? Quand est-ce que tu reviens la prochaine fois? Angela, amie de Daniel. Mais c'était pas dit sur un ton gentil ou n'importe. Voilà, c'était plutôt des directives. Elle m'a raconté, par exemple, il disait au chauffeur, tu conduis pas bien, garde bien ta droite, tu vas trop vite, tu vas trop lentement.
Et donc, il y en a qui l'ont carrément insulté et qui l'ont carrément laissé comme ça dans la rue, que ce soit en Italie ou en France. Du coup, on se dit parmi ces gens, y a-t-il quelqu'un plus humilié qu'un autre qui ait décidé d'en finir avec Tati Daniel? La retraitée, capable du meilleur comme du pire. Certains auraient même rendu leur tablier. Alors avait-elle des ennemis parmi sa garde rapprochée? Au fil des auditions, Daniel apparaît comme un personnage complexe. Certains la détestaient, d'autres acceptaient plus facilement son caractère. Alors moi, quand la police m'appelle, ils essayent un petit peu de savoir ce qui se passe dans sa vie au quotidien. Laetitia, amie de Daniel. Daniel n'est pas forcément difficile à gérer, c'est simplement que bon, elle paye les gens, elle veut des résultats entre guillemets. Donc oui, il y a des fois où il y a des petites phrases qui peuvent être dites, mais honnêtement, ça va, je la trouve. C'est quelqu'un avec une grande empathie, une grande générosité. Donc je peux pas dire que c'était Tati Daniel, pas du tout. Mais les interrogatoires se poursuivent et les langues commencent à se délier. Et il y a un nom qui revient sur toutes les lèvres. Celui de la jolie blonde qui s'occupe du ménage chez Daniel. Et son personnage intrigue les enquêteurs. Il y a, dans cet environnement immédiat, une drôle d'histoire qui circule. Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il y a, auprès de madame, une femme, Valérie Pizzano. Alors Valérie, elles ne se connaissent finalement que depuis 3 mois. Valérie s'est présentée comme femme de ménage, mais Valérie ne présente pas du tout comme une femme de ménage. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle dans la région la cagole, en fait. C'est la belle blonde, en fait, que l'on attend de voir effectivement sur la côte. Mini-jupe, aux talons. Elle est venue se présenter comme femme de ménage, habillée comme s'il allait en boîte de nuit. Donc déjà, je me suis dit, elle se trompe de lieu. Tresse à l'africaine, là, machin, des yeux comme ça, maquillés, une bouche, des ongles. Je me suis dit, elle aura du mal à faire du ménage avec des ongles comme ça. Et puis voilà, mais ça, c'est pas méchant, mais je veux dire, de femme à femme, on fait des critiques comme ça. Hein. Elle m'a pas du tout, dès le départ, inspiré confiance, justement, de la façon qu'elle était habillée. L'histoire entre les deux femmes commence en janvier 2016, 3 mois avant la mort de Daniel. Valérie vient de se faire embaucher comme aide à domicile. La confiance s'instaure et rapidement, elle lui fait part de ses problèmes d'argent. Valérie Pizzano, elle va voir sa patronne et elle lui dit, bon, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle, est-ce que éventuellement vous pourriez m'avancer 1 600 €? J'ai une mauvaise passe, mais je vous rembourserai. Et madame lui dit, ok, a priori, ça va plutôt bien, mais il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas prévu au programme. C'est qu'il y a 3 chèques. 3 chèques qui ont disparu de chez madame. Un jour, au détour d'un café, elle me confirme ses inquiétudes par rapport à des chèques qui ont été volés. Et elle pense que c'est Valérie, son auxiliaire de vie. Parce que Valérie a quand même accès à pas mal de choses dans la maison et elle a accès à son chéquier. Donc elle pense que c'est Valérie. Elle s'estime volée. Elle comprend pas pourquoi Valérie lui fait ça, puisque si elle veut de l'argent, elle a juste à le demander, puisque de toute façon, elle lui a déjà fait un premier prêt. 3 chèques d'un montant de 600 et quelques €. Sauf que là, c'est du vol. Au total, Valérie lui doit 2 200 €. Les enquêteurs découvrent que Daniel avait déposé une main courante, mais sans l'en informer, et elle lui aurait demandé de lui rendre l'argent dans les plus brefs délais. Les semaines passent et la retraitée ne voit pas le début d'un remboursement. Alors elle aurait pris une décision radicale. Elle s'en serait ouverte à son amie Angela, peu de temps avant sa mort. Alors, à propos donc de ces chèques, elle m'avait dit qu'elle avait déposé
main courante, et qu'elle avait menacé Valérie, s'il ne lui rendait pas l'argent, de déposer plainte. Elles avaient pris donc rendez-vous le mardi 29 mars 2016. C'est-à-dire pile le jour où Daniel a été assassiné. Curieuse coïncidence. La veuve aurait donc lancé un ultimatum à son aide à domicile, et il était convenu que les deux femmes se retrouvent le 29 mars pour mettre en place un échéancier. Face aux enquêteurs, Angela va faire une nouvelle révélation. Elle se souvient d'une anecdote pour le moins troublante. Alors, le coup de fil, elle me dit, écoute, j'ai dit, pourquoi tu as une voix comme ça, tu es fatiguée? Elle m'a dit, écoute, je sais pas si je dois t'en parler. J'ai dit, bah, écoute, oui, tu me téléphones. Et raconte, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Elle m'a dit, écoute, il y a 10 jours, Valérie, elle est venue avec un chauffeur et j'ai mangé une tranche, on m'a offert une tranche de gâteau et je suis tombée comme une masse par terre. Dans sa tête à elle, c'était précis on lui avait mis quelque chose dans le gâteau. Je suis pas médecin. Est-ce que c'est possible que de manger un morceau de gâteau, on puisse tomber comme ça? Et je suis sûre que depuis, elle se sentait mal, qu'elle se sentait fatiguée, elle se sentait très faible. À la lumière des analyses toxicologiques de Daniel, cette histoire de gâteau fait froid dans le dos. La police est maintenant convaincue que Valérie a cherché à empoisonner la riche héritière. Mais pour l'instant, les policiers n'ont que des témoignages et il leur faut une preuve solide. C'est le téléphone de la suspecte qui va les y aider. Les enquêteurs vont s'intéresser à la téléphonie de Valérie et vont découvrir que le jour du décès de Daniel, le téléphone de Valérie bornait tout proche de chez elle. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Ils découvrent que les deux femmes se seraient parlé au téléphone pendant environ 10 minutes et qu'après ce coup de fil-là, le téléphone de Valérie ne cesse de borner aux antennes relais proches de la maison de Daniel entre 12h45 et 15h15. Elle est donc clairement la dernière personne à avoir vu Daniel. Et donc là, les dettes, l'ultimatum, la téléphonie, c'est quasiment joué maintenant. Après des mois d'enquête dans plusieurs directions, la police a maintenant acquis la certitude que Valérie Pisano a assassiné sa patronne, avec pour mobile l'argent. Le 9 mai 2017, 14 mois après la mort de Daniel, les enquêteurs passent à l'action. Les policiers vont chercher Valérie Pisano, l'aide à domicile, et ils perquisitionnent chez elle. Et là, bingo, la perquisition va leur donner des éléments cruciaux. Ils vont découvrir deux choses intéressantes. Premièrement, ils vont découvrir des médicaments avec des molécules d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Avis Biton, avocat des parties civiles. Qui sont exactement les mêmes molécules qu'on a retrouvées lors de l'autopsie dans le corps de Daniel. Deuxièmement, les policiers vont retrouver les ordonnances de ces médicaments et ils vont se rendre compte que ces ordonnances ont été faites à une date très rapprochée du crime. Ça veut dire qu'elle a fait des ordonnances ou elle a obtenu des ordonnances avant la mort de la victime. Et ça, c'est accablant. Pour les enquêteurs, c'est la preuve que Valérie avait prévu de droguer Daniel à son insu. Il leur manque pourtant un élément solide pour la relier au crime. Ils ont la conviction que c'est elle la coupable, mais l'employé pourrait bien s'en sortir. Au début de la garde à vue, l'enjeu est considérable. Ils commencent par lui prélever son ADN. Ils veulent le comparer aux traces ADN qu'ils ont retrouvées sous les ongles de Daniel. Ces prélèvements, ils vont les envoyer du coup au laboratoire afin qu'ils soient expertisés et le résultat n'est donc pas immédiat. Ils vont commencer à interroger Valérie en attendant ces résultats-là. L'audition démarre. Les enquêteurs doivent à tout prix la faire avouer avant qu'elle ne leur échappe.
Alors, il mise tout sur la preuve de sa présence chez sa patronne, le bornage téléphonique. Mais l'interrogatoire ne se passe pas comme prévu. Valérie Pisano, sûre d'elle, va même tenter de les convaincre qu'ils font fausse route. Au début, Valérie se démonte pas du tout. C'est-à-dire qu'elle dit non, pas du tout. Enfin voilà, moi, je peut-être la dernière personne à l'avoir vue, mais bon, je l'ai laissé parfaitement en vie. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Mais attendez, vos différents financiers. Et Valérie va nier les différents financiers. Et Valérie, elle dit, vous me parlez d'une main courante, mais cette main courante, c'est parce qu'elle était folle. Personne ne vous l'a dit durant l'enquête. Elle était complètement folle, elle racontait n'importe quoi. Elle était capable de faire même des coups de pression comme ça pour nous obliger à travailler plus. Valérie a visiblement réponse à tout. Les enquêteurs vont-ils parvenir à la faire avouer? Rien n'est moins sûr. Ils décident donc de changer de tactique et de la mettre face à ses mensonges. Ils lui présentent la preuve qu'elle a encaissé les chèques volés. Coincée, Valérie finit par reconnaître l'emprunt et les vols. Mais pour sa défense, elle explique qu'elle était endettée, qu'elle ne parvenait plus à s'en sortir avec ses enfants. En revanche, pour le meurtre de Daniel, elle nie catégoriquement, sauf qu'un nouvel élément vient de tomber. Et là, la garde à vue bascule. La police vient de recevoir les comparaisons ADN. Le résultat est sans appel. C'est bien l'ADN de Valérie qui a été retrouvé sous les ongles de Daniel. Acculé, l'employé change alors de version. Et voici ce qu'elle raconte. Et là, Valérie va essayer de donner une explication en disant « Oui, j'ai eu une altercation avec elle, elle m'a attaqué. » Il y a eu une altercation, dit-elle. Pourquoi? Parce que Madame Ritorto, qui lui avait prêté de l'argent au préalable, exigeait que son aide à domicile, dit Valérie Pisano, travaille gratuitement pour la rembourser. Xavier Beneroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et ça, c'était pas convenu comme ça, d'autant plus, dit Pisano, que moi j'avais donné des sacs à main de luxe en contrepartie, en gage, si vous voulez. Donc, ça s'est tendu brusquement. Valérie lui dit, bon, je vais quitter votre service. C'est la dernière fois que je viens aujourd'hui, vous ne me reverrez pas. Et donc là, Valérie dit, et ça a énervé immédiatement Daniel, qui, alors que je lui tournais le dos, me donne un énorme coup de canne dans le dos. Boum, Daniel aurait frappé Valérie à ce moment-là, lui donne un coup de canne. Valérie Pisano affirme que il fallait la calmer, parce que ça prenait une tournure un peu bizarre. Donc, elle aurait drogué sa patronne, mais drogué au sens pour la relaxer. Valérie explique que malgré le coup de canne, elle aurait quand même décidé de rester. Par rancunière, elle lui aurait même préparé une tasse de thé. Elle aurait écrasé un demi-cachet d'anxiolytique et un demi-cachet de somnifère pour qu'elle se détende et accepte simplement de la laisser partir. Daniel aurait bu son thé et elle se serait calmée. Les deux femmes vont dans la chambre, allument la télévision et regardent leur feuilleton quotidien, les Feux de l'amour. Donc elles regardent les Feux de l'amour. Et c'est à la fin du feuilleton que Valérie dit, je me décide à lui dire, maintenant je m'en vais, c'est fini, je ne reviendrai pas. Et Daniel, qui était sur son lit, me saute dessus, dira-t-elle, quasiment m'empoigne, m'attrape par les cheveux, me fait extrêmement mal, et en disant non, tu me dois des heures de ménage, enfin voilà. Valérie dit, mais elle hurlait, Daniel était comme en furie. Et enfin, Valérie avoue, elle n'aurait pas supporté les cris de sa patronne, elle voulait la faire taire, alors elle l'aurait étouffée. Et là, elle dit, j'ai pris un coussin, il fallait que ça cesse, il fallait l'empêcher de hurler. Ce sont ses termes. Et donc,
elle appuie le coussin sur cette dame de 74 ans. Valérie explique qu'elle place ce coussin sur le visage de Daniel seulement avec l'intention de la faire se taire, qu'elle arrête de hurler. Et quand elle l'enlève, elle réalise que Daniel ne bouge plus. Elle va aller chercher un verre d'eau et lui lancer à la figure en espérant que ça la réveille, mais elle constate que ça n'a pas d'effet. La version de Valérie, c'est de dire que la mort de Daniel était accidentelle. Sa seule intention était de faire qu'elle cesse de crier, mais elle ne voulait absolument pas tuer sa patronne. Devant les enquêteurs, Valérie parle d'une dispute qui aurait mal tourné. Elle n'imaginait pas un instant que sa patronne ne respirait plus. À ce moment-là, elle aurait été prise de panique et aurait quitté l'appartement. À l'issue de ses aveux, Valérie Pisano est placée en détention provisoire. Mais sa version ne convainc pas du tout la police. L'enquête continue avec plusieurs zones d'ombre à éclaircir. Et les enquêteurs, eux, sont très sceptiques. Pourquoi ? En raison de l'obésité de la victime. On nous décrit une sorte de bagarre, de scène de catch. Elle pesait dans les 120-130 kilos. Elle tenait pas debout. Elle pouvait pas donc se jeter sur elle. Il n'y a pas de raison pour que Daniel ait eu la force de se soulever tout à coup et de tirer les cheveux, de frapper une femme de 50 ans en pleine forme. Donc c'est pas crédible en fait. Et puis les enquêteurs savent que le comportement de Valérie juste après le meurtre n'est pas le comportement de quelqu'un qui par inadvertance a causé un accident grave. Elle prend le temps de ranger. Les chaussons de Daniel étaient bien posés à côté de son lit. La tasse dans laquelle elle avait bu le thé avec l'anxiolytique avait été débarrassée et lavée, comme pour effacer des traces. Elle n'appelle pas les secours et elle repart tranquillement, comme si de rien n'était. Pour la police, le fait d'avoir drogué Daniel prouve que Valérie a bien prémédité son geste. Elle est donc renvoyée aux assises pour assassinat. Elle risque la perpétuité. Nous avons contacté son avocat, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Valérie Pisano maintient sa version de l'accident. Ce sera donc au juré de trancher. « 1er juillet 2020, 4 ans après la mort de la riche héritière, le procès de Valérie Pisano et de Roger, le chauffeur, s'ouvre à la cour d'assises de Nice. Dès l'ouverture des débats, le président appelle Roger à la barre. Il est accusé de vol et escroquerie. Les proches ont hâte de voir comment il va se défendre. Il dit vraiment, j'étais tellement triste, j'aimais tellement cette femme. Il va jouer, voire surjouer, diront certains, l'attachement à Daniel. On est à deux doigts de l'entendre dire, c'était pour lui rendre hommage que je lui ai piqué du pognon quand même. Hein. Donc, il y a eu cette double personnalité. Adam Creed, avocat de la défense du chauffeur. Qui a réagi et qui a dit, bon, moi je vais prendre tout ce que je trouve devant moi. C'est ça son argumentation. Il a eu un comportement irrationnel, qui dépasse la logique des choses. Cette explication-là, elle ne satisfait absolument pas la famille. Loïs Pamela Lezo, avocate des parties civiles. Il a du mal à comprendre comment il a pu agir comme ça, comment il a pu trahir la confiance que Daniel avait en lui. C'est maintenant au tour de Valérie d'être entendue. Dans le box des accusés, elle est visiblement effondrée. Valérie Pisano, à l'audience, c'est un peu l'ombre d'elle-même, c'est-à-dire que c'est un nouveau personnage. Elle regarde ses enfants comme une mère de famille attendrie, elle pleure, beaucoup. À chaque fois, elle s'arrêtait, elle disait « je suis désolée, je regrette ce que j'ai fait ». Donc elle n'a pas le profil d'un criminel. Valérie jure qu'elle ne souhaitait pas la mort de Daniel. Mais face au juré, elle va faire une déclaration stupéfiante et changer une nouvelle fois de version. À ce moment-là,
coup de théâtre magistral. Et elle dit, à propos de ces médicaments, je ne m'en souviens plus. Mais si c'est arrivé, c'est certainement à la demande de la victime qui aurait réclamé un anxiolytique et un somnifère. Bref, je n'ai pas drogué ma patronne et je ne l'ai surtout pas empoisonnée. Évidemment qu'elle cherche à éviter la notion de préméditation. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Qui est contenue dans le verre empoisonné finalement. Alors, est-ce une stratégie de défense pour échapper à la perpétuité? Ou Valérie a-t-elle tout oublié, comme elle le prétend? Cette explication réussira-t-elle à convaincre les jurés? L'avocate générale a une formule formidable pour résumer l'affaire. Elle dit, dans cette affaire, il y a l'argent. Il y en a une qui en a, c'est la retraitée. Il y en a une autre qui n'en a pas, c'est l'aide à domicile. Et il y en a un autre qui n'en a jamais assez, c'est le chauffeur. Et pour le ministère public, l'assassinat ne fait aucun doute. Et donc, par voie de conséquence, l'avocate générale réclame 25 ans de réclusion pour Valérie Pisano et elle réclame 3 ans de détention pour le chauffeur. Le jury se retire et après 3 heures de délibération seulement, le verdict tombe. Roger, le chauffeur de Daniel, écope d'une peine de 2 ans de prison ferme et 50 000 € d'amende. Valérie Pisano, elle, est condamnée à 18 ans de prison pour meurtre. La préméditation n'a finalement pas été retenue, faute d'éléments suffisants. Une décision qui déçoit les proches de Daniel. Finalement, ils ont presque plus de questions à l'issue du procès qu'ils en avaient en arrivant, puisqu'ils ne savent pas si Valérie lui a donné volontairement et à son insu un cachet. Et faire le deuil dans ces conditions-là, bien évidemment, est très, très compliqué pour eux. De toute façon, il n'y a pas une peine qui équivaut à la vie de quelqu'un. C'est tout. Parce que maintenant, elle pourrait être encore vivante, Daniel. Hein. Et vous saurez combien de bouffe on aurait pu faire ensemble, combien de rires, combien de musique on aurait pu écouter ensemble, combien des fois on se serait engueulé. Oui, bien sûr. Mais elle serait vivante. Hein. Elle ne l'est pas. Moi, c'était une amie très chère à mon cœur. C'était un peu comme ma grand-mère de cœur. Laetitia, amie de Daniel. Je lui racontais un petit peu tous mes déboires au quotidien et elle me faisait du bien, on parlait. Voilà, elle a toujours été là pour moi, donc j'ai encore beaucoup d'affection pour elle. Je sais que de là où elle me fait un petit coucou. Parce qu'elle me disait, coucou Angela, tu arrives? Ben j'arrive. Voilà. Aujourd'hui, Valérie est toujours en détention. Le chauffeur est sorti de prison et n'a plus jamais fait parler de lui. Quant aux proches de Daniel, ils gardent en eux le souvenir d'une femme de caractère et pleine de vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.